Bonjour et bienvenue dans cette conférence sur la psychologie de la conception, une autre conférence dans ma série sur les états de conscience extraordinaires et les recherches que nous faisons au sein de l'Institut d'études des Peak States, dont je vais vous parler un peu plus en détail. Dans cette vidéo, on va parler vraiment d'un aspect très théorique, il ne va pas y avoir vraiment d'aspect pratique dans ce qu'on va explorer aujourd'hui, mais je voulais faire cette conférence pour vous détailler à quel point les recherches qu'on fait sur la psychologie prénatale, ce qui se passe dans notre développement avant la naissance, a un impact sur notre vie et la richesse et la complexité de ces événements de développement. On va parler d'un événement en particulier, donc la conception, qui est certainement l'événement le plus important d'entre eux. Et on va voir quels sont tous les enjeux de ce moment-là en termes de traumatisme, en termes de psychologie et en termes d'état de conscience dans notre quotidien. Donc, allons-y. Donc la conception, c'est l'événement qui est le plus important dans notre biologie parce que c'est à ce moment-là qu'on devient vraiment nous. Donc quand l'ovocyte qui vient de notre mère et le spermatozoïde qui vient de notre père fusionnent, c'est là qu'il y a vraiment la création, la conception, on va dire, d'un nouvel être, même si le spermatozoïde et l'ovocyte ont eux-mêmes leur passé et leur passif en termes de développement et de dommages épigénétiques. C'est quand même à la conception que tout se met en place et qu'on apparaît vraiment en tant que conscience individuelle complète. Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça devrait être. Et on va voir ça un peu plus en détail. C'est aussi une des sources les plus puissantes de notre motivation. C'est-à-dire que dans nos motivations en tant qu'être humain, il y a plein de choses qu'on essaie d'accomplir, mais une des premières choses qu'on essaie d'accomplir, c'est de survivre et de se reproduire. Et la manière dont notre propre conception se déroule va avoir une influence sur la manière dont on conçoit ensuite cet enjeu de la reproduction et de comment on avance dans notre vie. Donc je vais vous expliquer tout ça. On va parler aussi de la psychologie des relations hommes-femmes, évidemment, ce que c'est que la psychologie du sens, comment est-ce qu'on attribue du sens aux choses dans notre vie, et pourquoi est-ce que ça part de quelque chose qui est très 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 primaire, presque primitif, biologique, c'est-à-dire que le biologique détermine le psychologique et ensuite le social, le culturel, tout ça découle du biologique. Donc si on comprend bien la biologie, on peut avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui fait qu'on cherche à mettre du sens dans certaines choses plutôt que dans d'autres. On va parler d'amour, d'intimité, de sentiment d'accomplissement dans ce contexte-là, et aussi de certaines expériences spirituelles et des états de conscience extraordinaires. Ça peut paraître étrange pour certains d'entre vous qui n'ont pas encore de familiarité avec le concept, mais la plupart des expériences spirituelles que l'être humain peut avoir sont liées à des moments avant notre naissance de développement où ces états sont censés pouvoir se développer, se déployer, et donc la conception est particulièrement importante de ce point de vue-là. Le problème, c'est que notre conception ne se passe pas de manière idéale. La plupart du temps, il y a de nombreux traumatismes qui sont présents et qui perturbent cet événement. Alors, vous savez que le terme traumatisme, dans le contexte de notre étude, j'utilise de manière très large pour décrire tout ce qui correspond à des émotions négatives ou des sensations négatives, telles que la peur, la honte, la colère, l'impuissance, le dégoût aussi, le sentiment de ne pas avoir de valeur, le rejet, etc., etc. C'est vraiment très, 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 très large. Et on a vu, et vous le savez si vous avez suivi mes conférences précédentes, que les traumatismes psychiques, ce qui se passe dans notre psychologie, sont liés à un dommage au niveau de notre biologie qu'on appelle les dommages épigénétiques. Je détaille ça dans d'autres vidéos. Et donc ces dommages épigénétiques empêchent notre bon développement biologique, ça empêche nos gènes de s'exprimer, et donc ça perturbe certains moments de développement, et en particulier pendant la conception, il y a beaucoup d'étapes différentes qui peuvent être perturbées par ces traumatismes. Et donc ça a des conséquences à la fois psychologiques et physiques. La conception est un événement qui est assez compliqué parce qu'il y a plein d'étapes. On pourrait se dire que c'est simple, c'est le spermatozoïde rentre dans l'ovule et hop, c'est bon, mais on peut détailler ce processus en plein d'étapes. Et tous les moments qui précèdent le moment clé de la fusion peuvent être aussi chargés en traumatisme, et donc il y a certains enjeux qui se jouent, et ces enjeux peuvent être différents pour l'ovocyte et pour le spermatozoïde, mais ils sont tous les deux impliqués à 100%. La manière dont ça commence, c'est à l'ovulation, quand l'ovule quitte les ovaires pour aller vers les trompes de Fallope, et quand évidemment vos parents ont un rapport qui fait que le spermatozoïde lui aussi commence son propre voyage. À ce moment-là, l'ovocyte et le spermatozoïde reçoivent ce qu'on appelle une commande de la vie, c'est-à-dire que c'est comme si la vie leur disait « vas-y, c'est le moment d'y aller, let's go ». Et
ils ressentent, quand on revit ces événements, on ressent qu'on sait qu'on va devoir aller rencontrer comme notre moitié de nous-mêmes et qu'on va fusionner. Cette pulsion, elle est extrêmement puissante parce qu'elle est irrésistible. L'ovocyte sait que c'est ce qu'il a à faire et qu'il n'y a rien d'autre à faire de possible. Et le spermatozoïde aussi, c'est absolument impératif. Et cette pulsion, elle se joue ensuite dans notre vie quotidienne, dans notre biologie. Et souvent, notre vie amoureuse va rejouer la manière dont ces étapes se sont mises en place et effectivement les traumatismes qui peuvent avoir été présents dans cette dynamique de la conception. Alors, je vais vous donner des exemples. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et on va regarder les différentes étapes plus en détail. Donc, vous avez évidemment ici une représentation du système reproductif féminin. Et la rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde se passe dans les trompes de Fallope. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a la fertilisation et qu'il y a un spermatozoïde qui va être absorbé par l'ovocyte et qui va fusionner avec. Donc, il y a un chemin qui pour le spermatozoïde est beaucoup plus long et compliqué, même si pour l'ovocyte, il y a aussi un chemin à faire avec certaines étapes qui peuvent être complexes, mais il y a une charge qui pour le spermatozoïde est plus importante. Dans cette séquence, la première étape, c'est quand le spermatozoïde avance vers la trompe de Fallope. À ce moment-là, la muqueuse vaginale et de l'utérus va guider le spermatozoïde, mais constitue aussi un endroit dangereux. Ça guide le spermatozoïde parce qu'en fait, il y a des fluides qui absorbent et qui attirent la semence vers les trompes de Fallope. Donc c'est comme si il y a un chemin qui se dégage et qui permet au spermatozoïde d'avancer. Mais il peut aussi rester coincé dans certaines villosités, c'est-à-dire que le mur de l'utérus n'est pas plat et lisse, mais au contraire il a plein de villosités, plein de recoins. Et c'est très commun que certains spermatozoïdes soient bloqués dans ces villosités et périssent à cet endroit-là. Donc tous ces fluides vont jouer dans le fait que c'est facile ou pas pour le spermatozoïde d'avancer. Alors, je vais vous donner un exemple ici en vidéo. Donc c'est un modèle en silicone, hein, ce n'était pas une vision réelle, mais ça donne une idée de ce qui peut se passer pour le spermatozoïde. Donc, vous voyez qu'il peut être bloqué comme ça et essayer d'avancer, mais c'est difficile et puis finalement il finit par être coincé et peut-être rester coincé. Donc évidemment ça n'a pas de conséquences si ça concerne les milliers et les milliers de spermatozoïdes qui n'arrivent pas jusqu'à l'ovule, mais le spermatozoïde qui finira par fusionner avec l'ovule peut aussi passer par ces étapes et mal le vivre. Donc les traumatismes qui se présentent à ce moment-là sont essentiellement des traumatismes qui vont conditionner notre vision du monde et notre vision de comment est-ce qu'on peut progresser dans notre vie. Et pour le spermatozoïde, évidemment, il va y avoir une identification. Les hommes ont tendance plutôt à s'identifier avec le spermatozoïde et les femmes ont plutôt tendance à s'identifier avec l'ovocyte. Mais en réalité, vous êtes composé des deux, bien sûr. On va en reparler d'ailleurs. Mais si un homme s'identifie à ces étapes et au traumatisme que le spermatozoïde a pu vivre, il va avoir souvent des croyances comme c'est dur d'être un homme, la vie c'est dur, avancer c'est difficile, il faut absolument se battre, si je n'y arrive pas je vais mourir, donc il faut absolument que je réussisse à avancer dans ma vie, il faut que je réussisse à être un homme, à faire des choses. On a cette espèce de pression intérieure qui nous pousse à accomplir certaines choses dans notre vie, ou alors des croyances négatives par rapport à l'amour, l'intimité et les relations. Par exemple, c'est difficile d'accéder à l'amour, c'est vraiment quelque chose qui est lointain et compliqué, je ne sais pas si j'arriverai à trouver quelqu'un, ce genre de choses, il faut faire des efforts, etc., etc. Il y a toute une charge de difficultés, d'impression qu'il faut vraiment lutter pour avancer. Donc ça, c'est plutôt une question de psychologie et d'émotions toutes simples, mais ça peut se compliquer ensuite. Pour comprendre comment le spermatozoïde se représente sa propre conscience, et quel impact ça a aussi dans notre vie quotidienne et dans notre société, il y a une dualité qui se met en place à ce moment-là, qui est la dualité entre la compétition et la coopération. C'est-à-dire que normalement, idéalement, tous les spermatozoïdes doivent être une équipe. Et quand on n'a pas de traumatisme qui est lié au relâchement du spermatozoïde, il va y avoir une sensation de conscience unifiée, c'est-à-dire que tous les spermatozoïdes qui partent en même temps sont comme une conscience. Et cette conscience avance et elle a pour but d'atteindre évidemment l'ovocyte. Mais il n'y a pas de différence ou de séparation entre les spermatozoïdes, donc pas de compétition. Au contraire, il y a une coopération. C'est-à-dire que le but de l'ensemble des spermatozoïdes, c'est qu'il y en ait un d'entre eux qui arrive au but. Peu importe lequel c'est. Dans notre société et dans la vie quotidienne, on va rejouer cette séquence-là aussi, dans certains comportements, notamment dans les sports d'équipe.
Parce que les sports d'équipe, souvent, sont une représentation en fait symbolique de ces étapes de la conception. C'est très simple, en fait, la plupart des sports d'équipe consistent à mettre la balle dans le panier. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce qu'on passe beaucoup de temps à faire du sport ou à regarder du sport? Pourquoi est-ce qu'on aime regarder le tennis, le football, le volley, le basket, tous ces sports d'équipe? Eh bien parce que les enjeux de comment faire pour gagner le match sont des enjeux qui résonnent avec nos impulsions biologiques les plus profondes. Et c'est pour ça qu'on a le sentiment de défaite ou de gagner qui sont extrêmement importants. Ça nous donne beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Et on déploie beaucoup d'efforts à s'améliorer quand on pratique ces sports-là. C'est parce que notre biologie est faite pour nous aider à déployer les ressources qui vont nous permettre d'atteindre ce but. Et donc, quand on rejoue ce but et qu'on a en plus le sentiment de gagner, c'est génial. Donc des qualités comme l'athlétisme, la compétition, la coordination en équipe, etc., etc., la ténacité, tout ça ce sont des qualités qui correspondent au fait qu'on veut mettre la balle dans le panier, c'est-à-dire qu'on veut marquer un point. Ça veut dire qu'en fait on veut arriver à l'ovocyte quand on se place du point de vue du spermatozoïde. C'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes évidemment. Donc toutes ces démonstrations de victoire, ça correspond à des choses qui sont très ancrées dans notre biologie et on veut démontrer certaines prouesses physiques, démontrer notre valeur personnelle, démontrer certains accomplissements. Et évidemment, plus on est compétent dans ces domaines-là, plus on va avoir une sorte de validation ou de statut qui est généralement reconnu par les autres et donc ça nous fait du bien. Si vous comparez l'équipe qui a perdu et l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui a gagné qui va recevoir toute la gloire, l'attention, l'admiration, etc. Donc c'est parce que ça valide certaines qualités qu'on cherche à développer dans notre biologie et donc dans notre psychologie. Le revers de ça, c'est quand il y a une compétition plutôt qu'une coopération. Quand il y a compétition, ça indique qu'il y a plutôt des traumatismes dans la manière dont les spermatozoïdes sont en relation les uns avec les autres. Et évidemment, c'est moins efficace quand il y a une compétition entre les membres d'une même équipe. Je pense que ça paraît assez clair. Un autre type de traumatisme qui peut influer sur notre comportement, c'est ce que j'appelle l'amour de la vitesse, c'est-à-dire que souvent, le spermatozoïde a une sensation de vitesse, qu'il est en train d'avancer et que ça va vite, et qu'il cherche à aller vite. Et lorsqu'il y a des traumatismes qui sont liés à ça, ça va souvent avoir un impact sur notre manière de vivre les choses dans notre quotidien. Est-ce qu'on aime que les choses aillent vite ou pas? Est-ce qu'on aime prendre notre temps et être sûr avant de s'engager dans quelque chose? Est-ce qu'on est quelqu'un de plutôt posé, tranquille, relax, lent? Ou est-ce qu'on est quelqu'un plutôt qui a besoin que les choses bougent, que les choses aillent vite? Souvent, c'est lié à ce qui s'est passé pour le spermatozoïde. Et quand on parle aussi de mouvement, ça peut inclure évidemment la vitesse en voiture ou en moto, les manèges à sensation, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est de l'ordre de l'action et de la vitesse, souvent c'est lié au comportement du spermatozoïde. Ça veut dire que si vous vivez un accident par exemple de voiture et que vous avez une peur qui se déclenche et qu'ensuite vous ne pouvez pas remonter en voiture, si vous régressez sur cette peur-là, ça peut vous amener jusqu'à un accident du spermatozoïde, comme si vous aviez revécu en fait la même chose. Peut-être que vous connaissez déjà le concept que j'expliquais dans d'autres vidéos, mais tous les traumatismes, en tout cas 99% des traumatismes que l'on vit dans notre vie biologique, biographique, c'est-à-dire après notre naissance, ils ont tous pour origine un premier traumatisme prénatal. Si vous utilisez des techniques de régression qui permettent de revenir en arrière dans le temps, vous tombez quasiment toujours sur du prénatal. Donc, tout ce qui vous paraît être un choc émotionnel ou un choc négatif dans votre vie vient de quelque chose qui s'est passé avant la naissance. Et donc, on arrive souvent sur la conception quand on travaille sur ce thème-là. Une fois que le spermatozoïde a franchi les obstacles, qu'il a parcouru du chemin, qu'il arrive vers l'ovocyte, eh bien, on va tomber sur des séquences qui sont de plus en plus impliquantes et importantes. Notamment, le spermatozoïde voit l'ovocyte comme sa promise. Il se dit « Waouh, c'est là que je dois aller, c'est avec ça que je dois fusionner » et il la cherche, il la cherche, il la cherche. Il y a un moment où le spermatozoïde a l'impression d'être dans le brouillard et il ne sait pas où il va, et il ne sait pas où est l'ovocyte, mais il a l'impulsion d'avancer, il a l'impulsion de continuer à chercher. C'est comme si la vie le guidait et lui disait qu'il faut continuer à chercher quelque chose, jusqu'à ce que finalement, il la trouve. Enfin, il le trouve, un ovocyte. Mais l'ovocyte a souvent une sorte de personnalité féminine, tandis qu'évidemment le spermatozoïde a une qualité plus masculine.
et donc ça se joue à ce moment-là. Et lorsque le spermatozoïde finit par trouver l'ovocyte, il y a un sentiment à la fois d'émerveillement, c'est waouh, c'est magnifique, c'est beau, c'est attirant, c'est quelque chose d'extrêmement positif et attirant. Mais il peut y avoir aussi en même temps des sentiments d'intimidation. Waouh, c'est quand même important, c'est puissant. Souvent, l'ovocyte est perçu comme quelque chose qui est potentiellement destructeur pour le spermatozoïde parce que l'ovocyte est beaucoup plus grand en taille que le spermatozoïde. Et donc, la dynamique, c'est que c'est le spermatozoïde qui doit faire l'essentiel du chemin et fournir le plus d'efforts pour atteindre l'ovocyte, tandis que l'ovocyte est plutôt dans une posture d'attente et de chercher et d'attendre quand est-ce qu'il va venir. Et peut-être que vous remarquez que ça peut se rejouer dans notre manière de vivre la séduction, nos relations romantiques. Souvent, les femmes sont dans une posture de disponibilité et d'attente et elles vont voir quel mâle finalement se propose à elles. Et puis les mâles sont dans cette dynamique de chercher, de faire des efforts pour aller séduire les femmes. Vous voyez le rapport entre les deux. C'est un petit peu schématique, c'est un petit peu caricatural, mais il y a un peu cette dynamique. Le problème, c'est que quand le spermatozoïde finit par trouver l'ovocyte et se rapprocher, il y a souvent des traumatismes comme une sensation de rejet. Et c'est une des raisons pour lesquelles les hommes sont très 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 sensibles au rejet et que c'est extrêmement douloureux pour nous quand une femme nous rejette, par exemple, pour les hétérosexuels en tout cas, parce que ça nous fait revivre des traumatismes qui sont assez costauds, assez intenses. Si le spermatozoïde n'atteint pas son but qui est de fusionner avec l'ovocyte, il sait qu'il va mourir, parce qu'il voit tous les autres spermatozoïdes mourir. Et donc ça donne le sentiment de si je n'arrive pas à conclure, entre guillemets, eh bien ça signifie que je vais disparaître et que j'aurai échoué, que je ne vaux rien, etc., etc. Donc toutes ces sensations de rejet sont extrêmement stressantes pour le spermatozoïde et donc c'est quelque chose qui aussi participe à notre motivation dans le quotidien. La manière dont ça se passe ensuite, c'est que le spermatozoïde est présent avec plein d'autres spermatozoïdes, mais il y en a un seul évidemment qui va fusionner avec l'ovocyte. Et en vérité, c'est l'ovocyte qui reconnaît et qui choisit un spermatozoïde. Quand on revit cet événement en régression, c'est assez intéressant et assez beau, parce que c'est comme si un des spermatozoïdes est plus lumineux, comme s'il était plus éclairé, plus brillant que les autres. Et du point de vue de l'ovocyte, on sait « Ah, c'est lui, c'est exactement celui-ci qu'il me faut ». Et c'est celui-ci qui est absorbé et attiré par l'ovocyte. Donc on a cette représentation souvent que tous les spermatozoïdes arrivent en même temps, qu'ils cherchent tous à creuser, à pénétrer à l'intérieur de l'ovocyte et c'est le plus fort d'entre eux qui va y arriver. En vérité, ce n'est pas du tout une question de force, au contraire. C'est l'ovocyte qui s'ouvre et qui absorbe le spermatozoïde. Donc la sensation que ça donne, c'est un peu d'attendre le prince charmant parce que c'est comme si l'ovocyte pouvait reconnaître que dans tout le potentiel génétique, dans toutes les combinaisons génétiques possibles avec tous les spermatozoïdes, il y en a un qui est idéal. Et c'est comme s'il y avait cette intelligence de la vie qui fait que le bon spermatozoïde fusionne avec l'ovocyte. C'est quelque chose qui joue aussi dans les relations de séduction, puisque vous le savez certainement si vous avez étudié un peu le sujet, un des facteurs les plus favorables à ce qu'une femme et un homme se choisissent, c'est s'ils aiment l'odeur corporelle l'un de l'autre. Pourquoi ? Parce que ces odeurs corporelles, elle est chargée de marqueurs génétiques. Ça permet de sentir en fait intuitivement si on a une bonne compatibilité génétique avec la personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est très sous-jacent, très inconscient dans nos choix de partenaires, mais on choisit les partenaires souvent avec qui on a la meilleure compatibilité génétique. Ça se replace aussi dans le contexte de la conception, puisque l'ovocyte choisit le bon, et c'est tout l'enjeu de l'ovocyte de trouver le bon et de choisir le bon et de pouvoir l'attirer à elle. Donc l'ovocyte a aussi un stress par rapport à ça, et des sensations de honte par exemple, est-ce que je suis assez bien, ou est-ce que le bon va venir vers moi, est-ce que je vais réussir à le trouver. Il y a cette sorte de stress en fait qui est déjà présente au moment de la conception et qui fait que cette séquence peut être perturbée. Bon, ces traumatismes-là ne portent pas vraiment à beaucoup de conséquences, à part dans nos relations de séduction. On va aller un peu plus dans la biologie pour les étapes suivantes. Si on se rapproche encore plus du moment de la conception elle-même, il y a différentes étapes qui vont perturber éventuellement cette conception, notamment lorsque le spermatozoïde et l'ovocyte sont sur le point de se toucher. Il y a souvent une rage extrêmement intense
que ressent l'ovocyte. La plupart des gens ressentent cette rage et il y a une sorte de cri hystérique qui est produit. Et ce cri hystérique qui va créer ensuite une sorte d'empreinte négative, une sorte de traumatisme en fait tout simplement, que le spermatozoïde et l'ovocyte vont reproduire et qu'on va ressentir ensuite dans notre vie. Notamment, il y a des sensations de blâme, de rejet, de colère, de douleur, il y a une sorte de négativité. À la fois, on veut se rapprocher, mais il y a quelque chose d'insupportable qui fait qu'on rejette les autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes ont du mal à s'ouvrir aux autres et à être dans une complète intimité positive et sécurisée, parce qu'il y a ces sensations de rejet qui se jouent à l'intérieur de nous. Pour le spermatozoïde, ça va avoir tendance à créer des sensations de se soumettre et de chercher à faire plaisir à l'ovocyte pour être accepté. Et donc, chez les adultes, dans notre vie biographique, avoir tendance à chercher à ne pas froisser les autres pour être accepté. Donc si vous remarquez que vous avez souvent tendance à dire oui alors que vous voudriez dire non, ou à faire des compromis, être très tolérant et à chercher à faire plaisir aux autres, cette motivation de faire plaisir, elle peut venir notamment de traumatisme à ce moment-là. Donc de guérir ce moment-là précis, du point de vue du spermatozoïde et du point de vue de l'ovocyte, ça a tendance à nous permettre d'être beaucoup plus en sécurité et d'avoir moins de manque affectif à combler et de se sentir plus à l'aise dans le fait d'être intime avec les gens sans être dans une compromission qui nous ferait du mal. Alors je vais vous faire un exercice pour que ça devienne un peu plus concret. J'appelle ça l'exercice de l'homme idéal et de la femme idéale. Donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est de fermer les yeux et d'imaginer que vous placez en face de vous l'homme idéal ou la femme idéale selon votre préférence. Et prenez le temps de visualiser et de vraiment créer cette personne et de voir qu'elle a toutes les qualités qui seraient idéales pour vous. Que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement ou autre. Prenez le temps de vraiment créer la représentation idéale de la personne qui représente votre idéal féminin ou masculin. Et puis, vous allez faire en sorte que cette personne se rapproche de vous. Et si vous avez vraiment créé la personne idéale, vous devriez sentir que c'est agréable, que c'est attirant, qu'il y a des sensations positives qui arrivent. Et puis si vous la faites se rapprocher jusqu'à ce qu'elle vous touche, eh bien c'est possible que vous vous sentiez super bien et que vous ayez beaucoup de sensations positives qui arrivent. Remarquez tout ce qui est agréable, intéressant, tout ce pourquoi vous admirez cet idéal. Et puis finalement, si vous imaginez que vous fusionnez, que vous absorbez en vous cet idéal, remarquez comment ça vous fait vous sentir. Mais ça pourrait vous faire vous sentir extrêmement bien, comme si vous intégrez en vous des qualités qui sont extrêmement importantes pour devenir plus complet. Alors je l'ai fait rapidement. Évidemment, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de faire l'exercice. Ça peut prendre quelques minutes de vraiment bien le faire. Mais remarquez comment ça vous fait vous sentir et remarquez quelles sont les caractéristiques, les qualités du masculin idéal, du féminin idéal qui vous donnent les sensations les plus positives. Et ça va vous donner des indications sur qui vous êtes et ce que vous recherchez. Et pourquoi est-ce que vous recherchez ces qualités-là en particulier chez votre compagne ou votre compagnon, si vous en avez ou si vous en cherchez. Ça va vous permettre aussi de sentir que quand vous intégrez ces qualités en vous, il y a quelque chose qui s'unifie et qui vous donne un sentiment d'être plus complet. Et très souvent, ce sont ces choses-là que l'on recherche plus ou moins consciemment ou inconsciemment dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que si on a l'impression de ne pas avoir intégré ces qualités en nous, eh bien on va les rechercher dans nos relations. Et donc parfois ça nous met en situation de porte-à-faux parce que c'est beaucoup plus sain de rentrer en relation avec quelqu'un si on se sent déjà complet, plutôt que si on a un manque qu'on cherche à combler avec l'autre. Dans ce cas-là, ça va créer des tiraillements dans la relation. Encore une fois, on est sur des aspects assez théoriques, mais je pense que c'est assez intéressant d'expérimenter ça. Donc faites l'exercice et ensuite vous pourrez redémarrer la vidéo. Maintenant, je vais vous proposer un deuxième exercice qui va consister à répéter l'exercice, mais au lieu d'avoir l'homme idéal ou la femme idéale en face de vous, vous allez mettre une de vos relations passées qui aurait pu être idéale mais qui ne l'était pas. Personne avec qui vous avez été, mais ça n'était pas vraiment idéal.
Et ce que ça va faire, c'est que ça va probablement déclencher des traumatismes qui sont présents dans votre vie amoureuse. Alors évidemment, ne le faites pas si vous n'êtes pas en condition pour le faire, si c'est vraiment désagréable, arrêtez l'exercice. Je vous préconiserai d'abord d'avoir visionné mes autres vidéos sur les exercices de libération émotionnelle. Si vous n'avez jamais pratiqué, ne faites pas l'exercice, considérez juste ça comme une théorie. Mais si vous avez l'habitude de libérer certaines choses en vous avec les techniques de tapotement par exemple, ça peut être un bon exercice. Ou alors ça va juste vous permettre de découvrir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre vie amoureuse aujourd'hui. Donc, si vous avez l'impression que quand vous répétez l'exercice, ça vous fait ressentir du rejet, ou de la colère, ou de la déception, ou si vous avez l'impression de ne pas être assez bien, ou si vous avez l'impression que c'est l'autre qui n'est pas assez bien, ça vous fait remonter en fait des traumatismes qui sont présents dans votre conception, dans votre propre conception. Quand l'ovocyte et le spermatozoïde qui sont devenus vous ont fusionné, ces émotions négatives-là, ces projections négatives étaient présentes. C'est une des raisons pour lesquelles ça se rejoue dans votre vie sentimentale aujourd'hui. La preuve, c'est ce que vous avez vécu avec cette personne avec qui vous faites l'exercice. Donc vous pouvez tomber sur des choses, par exemple, les hommes qui sont hésitants, je déteste ça, ça m'irrite, ça m'énerve, c'est insupportable. Peut-être que l'ovocyte avait la sensation que le spermatozoïde était hésitant et que ça déclenchait de la colère, par exemple. Donc, un traumatisme de la conception. Autre exemple, quand un homme ne me choisit pas, eh bien, je tombe dans le désespoir. Donc, par exemple, il se peut que le spermatozoïde, à un moment donné, était bloqué dans son avancement et que l'ovocyte a eu l'impression que jamais elle ne pourrait fusionner avec le spermatozoïde, ce qui est vraiment son impulsion aussi, et donc un traumatisme de désespoir. Le fait d'avoir ça à notre conception, ça peut par exemple créer le comportement qu'on a beaucoup besoin de recevoir de la validation des hommes ou de femmes qui sont beaucoup dans la séduction par exemple, parce qu'elles veulent ne pas revivre ce désespoir, elles ont cette pulsion intérieure à compenser. Etc., etc., etc. Vous avez compris l'idée. Donc de ressentir ça, ça va vous permettre d'analyser comment vous rentrez en relation, comment vous rentrez en particulier dans les relations de séduction, et qu'est-ce qui se joue dans ce que vous recherchez chez l'autre et ce que vous cherchez à guérir en fait en vous-même, parce que très souvent on va vivre dans notre vie la tentative de guérir cette étape de la conception. C'est un peu à l'envers, mais je vous expliquerai un peu plus tard. Ok. Pour continuer, pour vous aider à rentrer encore plus dans l'introspection, je vous propose de noter, si vous avez un carnet de travail sur votre développement personnel, vous pouvez faire ça par exemple, et de vous demander qu'est-ce que j'attends vraiment d'un partenaire? Quelles sont les qualités et les comportements qui vraiment vont me satisfaire et vont me combler? Et qu'est-ce qui est superficiel et qu'est-ce qui est vraiment ce que je recherche au plus profond de vous-même, au plus profond de moi-même? Si vous avez bien fait l'exercice, vous allez reconnaître qu'il y a certaines choses qui sont superficielles et qu'il y a certaines choses qui sont vraiment importantes. Et de vraiment prendre conscience, ça va vous permettre de certainement mieux vous orienter dans vos relations. Y compris si vous êtes déjà en relation, vous allez pouvoir encore plus apprécier que votre amoureux, votre amoureuse par exemple, ait ces qualités-là, et vous allez pouvoir développer ça et vous baser sur ça pour nourrir et faire évoluer votre relation. Qu'est-ce qui vous donne peur d'être rejeté? Qu'est-ce qui pourrait faire que vous ne vous sentez pas complètement à l'aise dans les relations d'intimité? Souvent, ça fait que l'on se protège et que l'on a tendance à rejeter les autres aussi parce qu'on a peur d'être confronté à ces émotions négatives et ça nous perturbe, ça nous empêche d'être complètement bien avec les autres. Et est-ce que vous avez tendance à reprocher et à blâmer l'autre pour certaines choses? Ça peut indiquer qu'il y a justement ces émotions négatives qui étaient présentes à la conception et qui se rejouent dans votre relation. Donc ça vous donne matière à réflexion, n'est-ce pas? Et ça va vous permettre de mieux savoir ce que vous cherchez, ce que vous voulez, et aussi ce qui perturbe peut-être votre vie amoureuse, ou comment l'enrichir. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous m'écrirez un commentaire sous la vidéo, et j'y répondrai avec plaisir. Ok, on continue sur la séquence de comment se produit la conception. Donc, une fois que l'ovocyte et le spermatozoïde se sont reconnus, se sont trouvés et s'approchent l'un de l'autre, il y a le moment du contact. Ce moment-là aussi est très souvent traumatique parce que il y a des dommages épigénétiques, des traumatismes qui
font que c'est difficile physiquement pour les deux organismes de se rencontrer et de vraiment fusionner. Donc notamment, l'ovocyte doit s'ouvrir pour absorber le spermatozoïde, ce qui peut être assez désagréable. Très souvent, ce moment-là va être lié à certains troubles sexuels parce que on va avoir des sensations d'intimité qui nous rappellent, qui redéclenchent ces traumatismes. Ça peut être assez désagréable pour l'ovocyte de voir que le spermatozoïde peut être porteur de certaines toxines, parce qu'il peut y avoir des toxines ou même des pathogènes dans l'environnement qui à ce moment-là s'accrochent au spermatozoïde. Il peut y avoir une sensation de colère parce qu'on ne veut pas s'ouvrir, etc., etc. Néanmoins, lorsque cette étape est vraiment accomplie, il y a souvent une sensation de validation sexuelle. Et c'est pour ça que, pour beaucoup de gens, le fait d'être validé sexuellement, le fait d'avoir des partenaires, ça nous donne un sentiment de validation et un sentiment très positif. Pourquoi? Parce que à partir du moment où le spermatozoïde et l'ovocyte se touchent, ils ont déjà réussi. Ils se sont rencontrés, donc ils ne vont pas mourir. Au contraire, ils vont produire la vie. Et donc il y a un sentiment à ce moment-là de yes, de validation, de c'est bon, les choses fonctionnent. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir tendance à rechercher de la validation à travers la sexualité. Alors voici un exemple de quand ça se passe mal. Alors, je vais vous donner un exemple personnel parce que c'était plus facile pour moi de retrouver ça parce que j'ai plus d'expérience avec la conception en travaillant sur moi-même qu'avec avec des clients et pour des questions de confidentialité aussi. Et donc à un moment donné, quand j'ai revécu ce moment-là, j'ai eu l'expérience que l'ovocyte ne s'ouvrait pas et au contraire a tendance à repousser les spermatozoïdes sur le côté. Et donc c'était extrêmement douloureux, extrêmement traumatisant. Pour le spermatozoïde, le sentiment c'était je ne serai jamais accepté. Quoi que je fasse, quoi qu'il se passe dans mes relations, je ne serai jamais accepté vraiment par une femme, même si je suis en relation, au fond, ça ne sera jamais vraiment satisfaisant comme relation. Et les sentiments que ça me donnait, c'était un sentiment de désespoir, de tristesse, de rejet. Donc, finalement, il y avait le sentiment que jamais je serais aussi heureux que j'aimerais être dans ma relation avec ma compagne. Du côté de l'ovocyte, j'avais le complément, on va dire, c'est-à-dire que l'ovocyte sentait c'est inacceptable. Le spermatozoïde que j'ai là, non, j'en veux pas, c'est pas lui que je veux, il n'est pas assez bien, il n'est pas comme j'aimerais, et ça fait mal, et je n'en veux pas. Et les sentiments, c'était de la déception, puis de la résignation et de la colère. Et donc ça fait que dans ma relation avec ma compagne, je rejouais les deux côtés en même temps. C'est-à-dire que je sentais que je ne serais jamais accepté, ça me mettait en colère, ça me rendait triste, etc. Et puis en même temps, je rejetais l'autre en me disant, bah, de toute manière, c'est l'autre qui ne me correspond pas, mais en même temps, je dois me résigner, je dois accepter, mais je suis déçu. Et donc, ça crée beaucoup de négativité dans la relation. Donc, c'est assez courant que ce moment soit traumatique, et si ces traumatismes créent ce genre d'émotion, eh bien, ça perturbe notre capacité à être intime avec l'autre et à se sentir complètement accueilli par l'autre. Donc, c'est des choses qui valent la peine d'être évacuées, n'est-ce pas? On avance un peu plus. Une fois que le spermatozoïde est absorbé à l'intérieur de l'ovocyte, il y a encore plein d'étapes qui peuvent être significatives et qui peuvent être traumatiques. La première d'entre elles, c'est que le spermatozoïde perd sa queue, il perd sa flagelle. À ce moment-là, c'est souvent traumatique parce qu'on a l'impression que cette partie de nous meurt et qu'il y a un sentiment de perte énorme et qu'on est en train de perdre une partie de nous hyper importante. Et donc vous voyez comment ça peut perturber l'intimité parce qu'on a l'impression que si on s'ouvre à l'autre et qu'on se donne à l'autre, on va perdre une partie de nous. Et combien de gens vous diront s'ils vivent une rupture par exemple, c'est oui, on ne pouvait pas continuer parce que j'ai l'impression de me perdre dans la relation et de ne plus être moi-même. Et oui, on comprend pourquoi. Pour le spermatozoïde, c'est extrêmement traumatisant de perdre sa flagelle qui représente une grosse partie de son corps en fait. Mais c'est ce qui est censé se produire. Et cette flagelle, cette queue, elle n'est pas censée vraiment disparaître, mais tout le matériel biologique va être absorbé par la membrane. Donc en fait, on ne le perd pas vraiment, mais on a l'impression de le perdre. Et la membrane de l'ovocyte absorbe en fait cette partie-là. Ensuite, pour le spermatozoïde, ça devient encore pire, puisqu'il va devoir donner tout ce qui est à l'intérieur de lui-même pour que ça fusionne avec l'ovocyte, n'est-ce pas? Et la manière dont ça se passe, c'est que sa tête s'ouvre en deux comme ça. Et
tout le matériel biologique, tous les organelles, le cytoplasme, les gènes et tout le reste peut avancer vers le noyau du coup de l'ovocyte. Évidemment, c'est extrêmement traumatique parce que le spermatozoïde a vraiment l'impression de tout perdre, de mourir. C'est souvent extrêmement douloureux et difficile à vivre. Donc le résultat, c'est que pour le spermatozoïde, ça donne une peur de l'intimité, une peur de l'engagement. M'engager, c'est mourir. Je dois tout sacrifier par amour parce que quand même, on se résigne parce qu'au fond, on est obligé de le faire. Et je vais me perdre dans l'autre et je perds ma liberté, etc., etc., etc. Donc tous les thèmes qui ont lié vraiment avec l'intimité profonde et avec l'engagement peuvent être perturbés par des traumatismes qui arrivent à ce moment-là. Du point de vue de l'ovocyte, c'est aussi une sorte de résignation. Je dois accepter complètement l'autre, même s'il y a certains défauts, même certaines choses qui me gênent. Je dois accepter tout ça et souvent ça crée des sentiments d'inadéquation, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, mais aussi d'être déçu, etc., etc. Donc toutes ces choses perturbent notre relation. Une fois que cette étape-là est accomplie, il va y avoir plusieurs étapes qui ont une charge spirituelle extrêmement intense. Et il y a cet épisode que j'appelle l'épisode de la pureté. Ça se passe juste avant que les gènes fusionnent. Donc, tous les gènes du spermatozoïde sont rentrés dans le noyau de l'ovocyte, et les gènes de l'ovocyte ont aussi une sorte d'ouverture qui vont leur permettre de fusionner. Mais avant que cette fusion se produise, il y a une sorte de purification qui s'effectue au sein de l'ovocyte. Et lorsque cette sensation de purification est complète, ça donne accès à une expérience qui est extrêmement intense. Et la seule manière que j'ai trouvé de décrire ça, c'est d'utiliser une représentation symbolique qu'on a beaucoup dans notre culture, si vous êtes aussi de culture judéo-chrétienne, européenne, etc. C'est le mythe de la Vierge Marie. Parce que quand on vit cette sensation, et quand j'ai vécu ça en régression, le sentiment c'était d'avoir une sensation de pureté et de lumière très 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 intense et extrêmement agréable, et aussi une sorte de qualité féminine sacrée qui était extrêmement belle et extrêmement presque extatique. Et la seule manière dont j'ai trouvé les mots pour parler de ça, c'est de m'appuyer sur le mythe de la Vierge Marie, parce que ça donne une représentation. Pourquoi est-ce qu'on adore en fait la Vierge Marie? C'est parce que ça donne une sensation de pureté et de sacré, quelque chose qui est saint, quelque chose qui est le pinacle de la beauté en termes de pureté. C'est un symbole de pureté. Et ça correspond à ce qu'on vit à ce moment-là. Et donc les sensations que ça donne, c'est qu'il y a une sorte de luminosité extrême, que c'est très brillant et très positif. Il y a une sensation de force aussi qui est extrêmement étonnante. C'est comme s'il y avait, comme si plus rien ne pouvait nous atteindre. Et qu'on est extrêmement puissant et extrêmement pur, avec une charge féminine très, très forte. Donc c'est lié à tout un tas de pratiques spirituelles qui sont attachées à développer le côté féminin sacré. C'est certainement des choses qui sont liées à ce moment particulier. Évidemment, ce moment-là est très chargé en traumatisme qui empêche cette étape de se faire. Donc très peu de gens ont ce sentiment de pureté à l'intérieur d'eux, et c'est quelque chose qu'on recherche, et donc c'est une des raisons pour laquelle on va projeter ça dans des mythes, et notamment par exemple ce mythe de la Vierge Marie. Voilà, je prends ça d'un point de vue non religieux, évidemment, j'analyse ça comme une sorte de mythologie. On est dans une société qui est largement sécularisée, donc j'imagine que c'est aussi facile pour vous de comprendre ce que je décris. C'est que à travers la Vierge Marie, on a une représentation qui est en fait une projection de quelque chose qui devrait se produire à l'intérieur de nous. Et si on recherche ça, si on a un élan religieux ou mystique ou spirituel qui nous amène dans cette direction, c'est parce qu'en fait on recherche à vivre en nous cette qualité. Et comment est-ce qu'on pourrait la vivre en nous? Eh bien, on pourrait la vivre en guérissant tout ce qu'il y a à guérir au moment de la conception. Seulement c'est extrêmement difficile, j'ai jamais vraiment reproduit ça avec d'autres personnes. Et même en moi-même, je n'ai pas atteint quelque chose qui soit stable. C'est-à-dire que c'était une expérience temporaire, mais qui ne s'est pas complétée, malheureusement. Mais ça fait partie des recherches sur lesquelles nous travaillons avec l'institut de recherche dans lequel je suis, c'est comprendre comment faire pour que cette étape se passe de manière idéale et pour qu'il y ait cette sensation de pureté et le côté sacré, féminin, puissant. Comment faire pour que cette étape-là se passe effectivement? Ça fait partie de nos recherches. Voilà. Donc j'ai pas encore la recette pour y arriver, mais je voulais simplement partager avec vous à quel point
c'était une des expériences les plus fortes de ma vie spirituellement. Ça peut être aussi une des étapes importantes pour un état qu'on appelle la beauté fondamentale, dont je vais vous parler juste après. Une fois que cette étape-là est complétée, que ce soit bien passé ou pas, on passe à l'étape d'après, où les gènes fusionnent et où il y a vraiment euh, la conscience de l'ovocyte et la conscience du spermatozoïde qui fusionnent. Donc il y a plein d'étapes de fusion qui se passent les unes après les autres à ce moment-là. Et notamment, il y a les différents cerveaux qui fusionnent, donc j'en parle dans d'autres vidéos en détail. Ce à quoi ça donne accès quand ça se passe bien, c'est-à-dire sans traumatisme, c'est des états de fusion. Donc vous avez 4 états de fusion des cerveaux. Vous avez la paix intérieure, le bonheur sous-jacent, le sentiment d'être complet et la vacuité. Donc ces 4 états de fusion peuvent apparaître, c'est une des étapes qui leur permet d'apparaître. C'est pas la seule étape, il y a d'autres étapes pour certains de ces états. C'est l'étape importante en particulier pour la paix intérieure. Quand cette fusion se fait de manière vraiment complète et sans traumatisme, ça donne un sentiment d'unité et d'accomplissement. On a l'impression que ça y est, on est vraiment nous-mêmes, on existe de manière fondamentalement complète et on est unis et c'est extrêmement extatique. Encore une fois, j'ai cherché qu'est-ce qui dans notre culture ou dans notre mythologie peut représenter cette étape-là. Et ce qui ressort, ce qui est décrit par toutes les personnes qui vivent ce moment-là de manière complète, c'est un sentiment de beauté, de gloire, de paix, de luminosité, et c'est comme si on vivait un mariage royal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un mariage royal? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que dans nos sociétés, on a célébré ce genre de choses comme des événements très importants au niveau de notre nation? Évidemment, c'est plus trop le cas aujourd'hui en France, par exemple, ou en Europe. Mais il y a quand même cette charge symbolique extrêmement importante et presque mythologique, c'est un événement important. Pourquoi? Parce que le mariage en soi est un rituel qui rassemble des impulsions mythologiques très fondamentales, qui sont en fait celles de la conception. Et donc, il y a un sentiment d'accomplissement et d'accomplir notre but profond. Quand on vit un mariage, on a ce sentiment extrêmement profond qu'on a fait les choses bien, et c'est pour ça que c'est une des traditions les plus longues et les plus universelles de l'histoire humaine. Et pourquoi royal? Parce qu'il y a un sentiment comme de gloire et comme quelque chose de très noble, très haut, très positif, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens, c'est le plus haut niveau d'accomplissement qu'on puisse manifester. Donc lorsqu'on vit cette étape-là sans traumatisme, c'est cette expérience-là qu'on a. Alors cette expérience-là, on peut la vivre avec la thérapie Peak States en l'état actuel de nos capacités et de nos connaissances, avec un processus qui s'appelle la paix intérieure, qui vise justement à vivre cet état de paix intérieure, et une des étapes sur lesquelles on travaille dans le processus, c'est sur cette étape-là. À ce moment-là, la vie nous dit de joindre nos forces dans la gloire. C'est assez particulier comme expérience parce qu'on a vraiment ce sentiment de gloire qui est présent. Évidemment, si ça vous paraît bizarre ou si ça vous paraît vaguement négatif ou vaguement mal placé, c'est certainement parce que vous n'avez pas guéri cette étape en vous-même. C'est le signe que justement ces émotions qui montent indiquent que cette conception cette étape-là n'est pas complète. Mais lorsqu'elle est complétée, ça donne ce sentiment de gloire, d'union et de paix, et c'est extrêmement agréable. C'est vraiment une expérience spirituelle et extatique quand on complète le processus. Donc c'est une expérience que, évidemment, je souhaite pouvoir faire vivre au maximum de gens, et c'est une des raisons pour laquelle je propose ce processus de la paix intérieure à mes clients. Maintenant, c'est pas encore terminé. Une fois qu'il y a cette fusion qui s'est faite et que toutes les parties de nous sont unies, il y a un moment encore plus profond et encore plus extatique, où on a l'impression qu'il y a comme une boule de lumière qui descend. C'est une expérience assez particulière. On a l'impression qu'il y a cette sphère qui descend comme ça du ciel, et boum, qui vient se mettre au centre de nous-mêmes. Et cette sphère, c'est comme si elle contenait notre conscience. Alors elle contient une partie de notre conscience en réalité, parce que c'est pas le seul événement de développement où on a l'impression qu'il y a une boule de lumière qui descend et qui amène de la conscience, mais c'est le moment le plus important de notre développement biologique. C'est pour ça que beaucoup de gens ont l'impression que notre conscience s'incarne dans notre corps à la conception.
En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça parce que le spermatozoïde et l'ovocyte ont déjà des morceaux de notre conscience qui sont présents dedans. Mais au moment de la conception, c'est comme si tout se réunit et tout est présent. Et c'est à ce moment-là qu'on devient vraiment, que notre conscience individuelle devient vraiment complètement, comment décrire ça? Euh, on devient vraiment nous-mêmes au niveau le plus profond, au niveau de la conscience. En termes de biologie, je ne peux pas vous décrire vraiment de manière très très détaillée ce qui se passe, mais c'est comme s'il y a une sorte de matériel biologique aussi qui se constitue et qui s'affermit et qui se déploie. Et c'est ce qu'on appelle le centre de conscience dans notre thérapie. C'est à ce moment-là que le centre de conscience est vraiment complet. Mais ce centre de conscience, il a plein d'événements de développement avant ça. Néanmoins, c'est souvent à ce moment-là qu'on a l'impression qu'on est vraiment nous-mêmes et que notre âme est complète et qu'elle est incarnée dans notre corps. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe parce que c'est à ce moment-là qu'on est vraiment à 100% nous-mêmes au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'âme. Bon, c'est un terme un peu religieux, donc c'est pas vraiment... euh, on pourrait décrire ça différemment, mais c'est à ce moment-là vraiment que notre vie personnelle, individuelle, notre conscience individuelle commence. Ce qui est assez agréable. Mais il y a encore une étape après ça, qui est une étape de mort et de renaissance. À cette étape-là, notre conscience a un sentiment de mourir et d'être annihilé. D'être annihilé, ça veut dire que c'est comme si on n'avait jamais existé, comme si notre existence est complètement détruite à travers le temps et l'espace. Pourquoi? Parce que le spermatozoïde et l'ovocyte ont eux-mêmes une sorte de conscience, une sorte d'identité, qui à ce moment-là doit disparaître pour être complètement fusionné et absorbé par la nouvelle conscience individuelle de nous. Et pour que cette fusion complète et totale se fasse de manière à 100%, eh bien, il faut qu'il y ait cette sensation de mourir et de renaître. Et ça, c'est un schéma qui se retrouve dans énormément de traditions chamaniques, par exemple, dans beaucoup de rituels mystiques, beaucoup de traditions spirituelles. Ce schéma de la mort et de la renaissance est présent dans presque toutes les traditions spirituelles humaines, dans toutes les cultures, dans tous les endroits du monde. Il y a très 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 souvent ce schéma de mourir pour renaître qui apparaît. Et c'est parce que ça se produit à différents moments dans notre développement, et en particulier au moment de la conception. Et si cette étape se fait de manière complète, eh bien on a vraiment une sensation de renaître et comment dire, d'exister de manière très... c'est comme si, quand cette étape n'est pas complète, on existe à moitié. Parce que cette étape ne s'est pas bien déroulée, donc notre conscience n'est pas bien complètement unifiée. Si on arrive à vivre cette étape-là, alors on a une perception de nous-mêmes, d'être vivant, d'exister, qui est beaucoup plus intense et beaucoup plus positive. Donc le mythe qui correspond à ça dans notre culture, c'est le mythe du phénix qui renaît de ses cendres. Il meurt et il renaît. Et ça se refait plusieurs fois, c'est indéfini. Donc c'est aussi l'étape, c'est vraiment l'étape finale de la conception. Une fois que cette étape-là est réalisée, vous existez vraiment complètement. Et ça donne accès à certains états de conscience extrêmement intenses, extrêmement positifs que je vais vous décrire juste après. Et pour finir cette séquence de la conception, une fois que notre vie vraiment commence, on existe vraiment de manière fondamentale et on commence à vivre, il y a une étape où on a une sorte de chemin qui se déploie devant nous, et ce chemin correspond à notre vie optimale. C'est comme si on a la perception que la vie nous guide, et la vie nous dit, pour vivre une vie optimale, c'est ce chemin-là que tu dois vivre. Ça correspond au fait qu'on recherche souvent à vivre certaines choses dans la vie plutôt que d'autres. Il y a certaines choses qui nous attirent plus que d'autres, certaines choses qu'on veut réaliser plus que d'autres. Et beaucoup de gens aussi cherchent un sens à leur vie. Pourquoi est-ce que je suis en vie? Qu'est-ce que je dois accomplir dans ma vie? Ça, c'est déterminé déjà à cette étape-là. Ou est-ce que j'ai une mission de vie? Est-ce qu'il y a un sens à mon existence? C'est des choses qui se mettent en place, en particulier à ce moment-là. Donc une fois que ce chemin se déploie, c'est comme si on savait vers où avancer, mais évidemment ce chemin ne se déploie rarement de la bonne manière parce qu'il y a des traumatismes qui bloquent ça. On a un processus qui fonctionne, que je propose déjà, qui permet de voir le chemin de vie et qui permet de sentir si on est au bon endroit, à la bonne place, en train de faire la bonne chose pour que notre vie soit optimale. Et lorsque c'est le cas, ça donne un sentiment d'euphorie et d'optimisme par rapport au futur.
Malheureusement, c'est très rare de vivre ça de manière permanente parce qu'il y a plein de traumatismes qui bloquent cette étape. Une fois que cette étape-là est accomplie, eh bien, il va y avoir tout le reste du développement biologique. Et donc, il va y avoir les premières divisions cellulaires. Cette première cellule qui est nous va en créer une deuxième, puis 4, puis 8, puis 16, etc., etc. Il va y avoir l'apparition de ce qu'on appelle la cellule primaire. La cellule primaire, c'est la cellule qui comprend notre conscience et qui dirige toutes les autres cellules du corps. J'en parle dans d'autres vidéos sur la psychobiologie. Et puis il va y avoir toutes les étapes du développement de l'embryon, etc. L'implantation, les 9 mois de grossesse, et puis jusqu'à la naissance. Donc à ce moment-là, la conception est terminée. Donc qu'est-ce que ça vous évoque de parler de ces étapes-là et du côté spirituel, de la charge spirituelle que ça a? Ça peut vous évoquer des choses très profondes parce que ça résonne avec la partie la plus transpersonnelle de notre être, c'est-à-dire qui transcende notre individualité et qui est reliée à des archétypes mythologiques qui sont valides dans toute l'humanité. Même si on va les représenter différemment dans différentes religions, dans différents courants spirituels, il y a souvent ces mythes qui correspondent en fait à cette pulsion initiale de la reproduction et d'aller vers cet amour et cette intimité profonde qui nous permet d'être nous et de nous accomplir, qui nous permet d'exister de manière fondamentale. Et donc vous avez tout un tas de mythes qui correspondent à ça, ou d'histoires. Par exemple, vous avez le conte, l'histoire de la princesse qui est dans sa tour, qui attend le prince charmant. Le prince charmant, il doit terrasser le dragon, il doit franchir les obstacles, escalader la tour, pour finalement retrouver la princesse, vivre heureux et faire de nombreux enfants. Hein, on connaît tous cette histoire-là. Bon, c'est une représentation mythologique de la conception. Vous voyez bien le parallèle. Terrasser le dragon, c'est le fait d'affronter les différents obstacles qu'il y a sur le passage. Escalader la tour, c'est monter dans la trompe de Fallope. Et puis, voilà, ce côté union du féminin et du masculin, vous avez compris. Si on revient sur le mythe de la Vierge Marie, c'est aussi quelque chose qui est lié à la conception. Et vous avez toute cette histoire de la conception immaculée, le fait que dans la religion chrétienne, il n'y ait pas vraiment de père biologique. Hein, c'est Dieu qui s'incarne à travers Marie dans Jésus. Donc c'est un mythe qui est assez intéressant et assez particulier quand on y pense. Quel est le sens de ça? Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce mythe? D'où est-ce que ça vient? Encore une fois, je parle du point de vue non religieux. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'on a ce mythe d'une conception qui serait immaculée et qui permet d'avoir des qualités divines? Eh bien c'est parce que, et je vais vous expliquer ça juste après, quand cette étape de la conception se passe sans aucun traumatisme et qu'il y a toutes ces étapes de pureté, de beauté, de gloire, etc. qui se mettent en place, ça nous donne des caractéristiques spirituelles, ça nous permet de vivre des états de conscience extrêmement importants. On en reparlera si vous avez des réflexions sur ça. Beaucoup de gens sont dans une quête dans leur vie, plus ou moins inconsciente, ils cherchent à accomplir certaines choses, et ils cherchent à être complets, à vivre de l'unité, de la complétude. Très souvent, on le fait à travers nos relations avec les autres, en particulier avec nos relations amoureuses. Pourquoi? Parce qu'on a ce sentiment à l'intérieur de nous de ne pas être complet, de ne pas être unis. Et donc on va chercher qu'est-ce qui va nous permettre de nous compléter en fait. Évidemment, ça peut créer tout un tas de problèmes dans nos relations sentimentales parce qu'on demande à l'autre ce qu'il ne peut pas vraiment nous apporter. Et inversement, si on a l'impression de ne pas apporter à l'autre ce qu'il recherche, ça nous empêche de vivre une harmonie ensemble. Vous avez évidemment plein de courants mythologiques ou spirituels qui sont basés sur ça. Du côté oriental, vous avez tout ce qui est lié au tantrisme, tout ce qui est lié à certaines formes d'hindouisme. Vous avez la polarité féminine et masculine qui doivent s'unir pour atteindre la non-dualité, pour atteindre quelque chose de divin. Donc avec les mythes de Shiva et Shakti par exemple, avec le mythe de la Kundalini, vous avez tout un tas de représentations symboliques qui sont liées à ça. Le phénix également dans notre culture, etc. etc. Donc vous avez plein de mythes ou de contes ou de symboles qui représente en fait la conception. Il n'y a pas que la conception, il y a plein d'autres moments aussi, mais il y a une correspondance très nette, et pour moi c'est vraiment passionnant et fascinant, entre les moments du développement prénatal et les représentations mythologiques et symboliques qu'on utilise pour trouver du sens dans notre vie au niveau collectif. Bon, même si aujourd'hui avec la sécularisation de la société c'est moins important, mais en fait on ne fait que réprimer des impulsions qui sont là de toute manière et qui vont
trouver d'autres manières de s'exprimer. Si on parle maintenant un peu plus de la psychologie des hommes et des femmes, des implications qu'ont ces étapes de la conception dans notre vie quotidienne en tant qu'être humain, en tant qu'adulte. Il y a plusieurs choses intéressantes à noter. Évidemment, c'est des choses qui sont assez spécifiques. Donc avant l'ovulation, par exemple, c'est assez intéressant si vous accédez à la mémoire de ce moment-là et que vous redevenez l'ovocyte avant l'ovulation, vous allez avoir l'impression d'être dans un endroit où il y a plein d'autres ovocytes, et ces ovocytes ont l'impression d'être comme des sœurs, et elles discutent entre elles, ce qui est assez étonnant, parce que cet échange d'informations, cette impression de discuter, de tcha-tcha-tcha-tcha. Et c'est assez amusant parce qu'évidemment c'est un comportement typiquement féminin, et il y a beaucoup de femmes qui se rassemblent comme ça et qui discutent et tcha-tcha-tcha-tcha, et ça se passe avant l'ovulation. C'est assez rigolo de revivre ça. Il peut y avoir des traumatismes à cette étape-là aussi. J'ai pas vraiment noté quelle influence ça avait quand j'ai travaillé sur ça, mais c'est souvent des choses qui sont liées aussi au sentiment d'être complet et prêt à aller vers des choses plus positives, plus spirituelles par exemple, ou aller vers des choses plus sexuelles. Bref, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une étape qui peut être intéressante à travailler. Pour nous, dans notre thérapie PIC7 et dans notre recherche aux états de conscience, l'ovulation est particulièrement importante. Mais on en reparlera plus tard. Donc, en général, les hommes ont tendance à s'identifier aux spermatozoïdes et les femmes ont tendance à s'identifier à l'ovocyte, alors qu'en vérité, vous êtes fait des deux. D'accord ? Vous avez une polarité féminine et une polarité masculine qui doivent s'unir et se compléter l'une l'autre pour donner un être individué et complet. Mais ça fait qu'on a tendance à s'identifier à certains comportements qui jouent sur les différences entre la manière dont fonctionne le spermatozoïde et l'ovocyte. C'est-à-dire que souvent les hommes sont plus centrés sur l'action. La plupart des hommes ont l'impression qu'ils vont se réaliser dans leur vie à travers l'action, à travers le fait de faire des choses, de construire des choses. Voilà, c'est à travers l'action que l'on s'épanouit dans notre vie. Alors que les femmes sont un peu plus centrées sur les relations. C'est dans l'harmonie des relations avec les autres qu'on s'épanouit plus. Évidemment, c'est aussi présent un peu chez les hommes, et chez les femmes, il y a aussi un peu le fait de passer à l'action. Ce n'est pas des choses qui sont séparées et de manière stéréotypique. C'est des choses qui sont des représentations qui sont mélangées. On a du féminin et du masculin à l'intérieur de nous. Souvent, les hommes ont plus d'agressivité et de compétitivité. Pourquoi ? Parce que ça rejoue les traumatismes du spermatozoïde qui se dit « si je veux réussir, j'ai intérêt à me débrouiller et j'ai intérêt à gagner ». Et surtout s'il y a une compétition avec les autres spermatozoïdes, ça crée ce comportement de « allez, il faut y aller et il faut que je réussisse à obtenir ce que je veux ». Donc, comme je vous le disais juste avant, on a à la fois les deux polarités en nous, même si les femmes ont plus tendance à s'identifier à la polarité féminine et les hommes plus à la polarité masculine, mais en fait on a les deux. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait les hommes et les femmes, on a plus de similarités que de différences. Et lorsqu'on exacerbe ces différences au niveau culturel ou social ou politique, c'est un peu artificiel, parce qu'en réalité au niveau biologique, au niveau psychologique, spirituel, il y a beaucoup plus de similarités, on est quasiment identiques. Il y a quelques petites différences, mais il y a plus de similarités que de différences. Et si vous voulez trouver plus d'épanouissement, d'accomplissement, d'harmonie dans votre vie personnelle, ou dans votre démarche spirituelle, ou dans votre vie avec les autres, dans vos relations amoureuses, etc., eh bien c'est important de prendre conscience de ce jeu des polarités, parce que c'est ce qui sous-tend tout un tas d'actions, tout un tas de comportements, tout un tas de représentations, d'émotions, et très souvent on cherche à vivre une intégration complète du soi, et on le vit à travers nos relations amoureuses. Et pour vivre cette intégration complète du soi, vous l'avez compris, c'est lié au fait que ces deux polarités soient complètement intégrées l'une à l'autre. Et donc, on joue sur ces polarités. C'est quelque chose que l'on développe beaucoup dans le tantrisme, par exemple, ou dans certaines formes de travail spirituel, mais aussi c'est quelque chose qu'en fait on recherche dans notre vie quotidienne de manière souvent inconsciente. Maintenant, une des problématiques, c'est que quand il y a des traumatismes, évidemment, c'est le cas chez 99% des gens,
ça va avoir tendance à créer de la séparation, du conflit, de la disharmonie. Et une des manières dont ça se manifeste, c'est par ce qu'on appelle les projections. Projection, c'est quand on se dit ah, mais les hommes, ils sont tous comme ça. Et puis les femmes, ah, les femmes, elles sont toutes comme ça. Et peut-être que vous reconnaissez ça en vous ou dans votre entourage. Les gens peuvent avoir ces réflexions-là. De toute manière, les hommes, ils sont pas loyaux, ils ont pas confiance en eux, on ne peut pas compter sur eux, on ne peut pas leur faire confiance, puis ils sont agressifs, et puis ils sont ceci, ils sont cela, X, Y, Z. Pareil pour les femmes. Ah, les femmes, c'est toutes des menteuses, des manipulatrices, et ceci et cela. En fait, on projette sur toutes les femmes, ou sur tous les hommes, des représentations qui sont des traumatismes du spermatozoïde et de l'ovocyte qui sont devenus nous. D'accord? Parce qu'en vérité, tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas comme ça. Certains hommes et certaines femmes sont comme ça, mais quand on projette tous les hommes sont comme ci, tous les hommes sont comme ça vient toucher à des représentations symboliques qui viennent de notre développement prénatal. Et donc ça indique qu'il y a un traumatisme qui fait que on voit ça et on projette ça sur les autres. Évidemment, l'ovocyte représente le côté féminin, donc les femmes, et le spermatozoïde représente les hommes et le masculin. Si vous êtes un homme, vous allez avoir tendance à plus facilement trouver des projections sur les femmes, c'est-à-dire que vous vous dites oh, les femmes elles sont toutes comme ci, elles sont toutes comme ça, et voilà, avoir cette projection négative ou ces jugements ou ce rejet. Et si vous êtes une femme, vous avez plutôt tendance à avoir des projections sur les hommes, évidemment. Ouais, les hommes, voilà. Mais en fait, vous avez les deux. Si vous y réfléchissez, vous allez aussi vous dire ouais, mais les femmes sont toutes comme ci, les hommes sont tous comme ça, on a les deux. Et à chaque fois, c'est indicatif qu'il y a des traumatismes qui perturbent votre perception du féminin et du masculin. Donc si vous voulez vivre une vie plus satisfaisante, vous avez intérêt à guérir ça. C'est souvent un travail que je fais avec mes clients, en individuel ou en groupe, notamment avec une technique qu'on appelle la technique des projections, qui est décrite dans une de mes autres vidéos. Ok. Si on réfléchit à d'autres choses par rapport à la psychologie des hommes et des femmes, voici quelque chose que je voulais partager. Les hommes ont tendance à être irrésistiblement attirés par le féminin. Évidemment, c'est une question de polarité, hein, ça vaut aussi dans les couples homosexuels par exemple. On recherche en fait chez l'autre une complétude par rapport à nous, donc il y a une polarité qui se joue. Mais malheureusement, il y a en même temps le fait d'être irrésistiblement attiré par ça, de voir que c'est beau, que c'est positif, que ça nous permettrait de vivre une expérience de la vie plus intéressante, mais en même temps une peur intense, une peur de l'intimité, une peur de l'engagement qui est liée à ces traumatismes. Pour les femmes aussi, elles sont également attirées par les qualités masculines, elles recherchent ça, elles en ont besoin, que ce soit chez les hommes ou elles le trouvent d'une autre manière, parfois même elles le trouvent en elles-mêmes si elles ont l'impression de ne pas le trouver chez l'homme. Mais pareil, il y a cette recherche d'engagement et d'intimité qui n'est pas forcément toujours satisfaite, qui n'est pas toujours comblée, et qui va être liée à des émotions comme le sentiment de ne pas pouvoir y arriver, ou de désespoir, ou de résignation, de frustration, etc., etc., etc. Donc à quoi est-ce que c'est associé pour vous l'engagement à l'intimité? Est-ce que c'est que du bonheur et de l'harmonie et de la positivité et de l'amour, ou est-ce qu'il y a des frictions, des insatisfactions, etc. Les deux recherchent la sécurité et la validation. La sécurité, c'est le sentiment de se sentir qu'on est sécure dans une relation et qu'on peut compter sur l'autre, que l'autre est avec nous, et aussi que l'autre nous valide et qu'on se valide l'un l'autre. Et ça, c'est une des plus belles choses qu'on puisse vivre en couple, et les couples qui sont vraiment harmonieux et qui durent, ce sont des couples qui s'apportent l'un l'autre de la sécurité et de la validation. On a tous besoin de ça, de sentir qu'il n'y a pas d'enjeu et qu'il n'y a pas de rejet ou de séparation, parce que dans ce cas-là, ça nous déclencherait les peurs et les traumatismes qui sont stockés dans notre inconscient par rapport à la conception. C'est pour ça que des fois, on pousse le bouchon même un peu trop loin, en cherchant vraiment à être le seul, l'unique pour l'autre, on est jaloux, obsessif, ou alors on a l'impression que l'autre c'est notre moitié, qu'on a besoin de notre moitié, sinon on ne serait pas complet. Des fois les gens utilisent ce terme, hein, je recherche ma moitié. Bon, qu'est-ce que ça indique? Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas complets, et donc ils vont rentrer dans une relation avec des manques à combler. On veut être l'unique personne que l'autre choisit, etc., etc. Quand on arrive à s'apporter cette validation, effectivement, c'est extrêmement satisfaisant.
Le corollaire de ça, c'est que les ruptures sentimentales peuvent être évidemment très douloureuses. Bon, vous connaissez certainement ça. Pourquoi? Parce que ça vient réveiller plein de traumatismes de la conception et ça vient aussi réveiller cette sensation euh, de non-accomplissement. Et pour l'ovocyte comme pour le spermatozoïde, ne pas réussir ça, c'est mourir. Et donc ça peut expliquer pourquoi c'est tellement douloureux, pourquoi des fois on a même l'impression de mourir quand on vit une rupture, c'est parce que ça nous ramène à ces traumatismes-là. Plus on guérit ces traumatismes, et plus ça va être relativement facile et paisible de vivre une rupture si jamais c'est ce qui doit se produire. Mais on peut le vivre d'une manière beaucoup plus sereine si on a guéri ces traumatismes-là. Une autre chose intéressante, c'est que le mariage, comme je le disais un peu plus tôt, c'est une des traditions les plus importantes et les plus anciennes de l'humanité. Si vous réfléchissez, en fait, le mariage, ça existe depuis l'aube de la civilisation dans toutes les cultures et dans toutes les religions. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a des raisons sociales et culturelles, c'est une forme d'organisation sociale qui est certainement la plus efficace, mais aussi parce que ça vient toucher la représentation symbolique et spirituelle de euh, qu'est-ce qui a du sens pour nous. Ce qui a du sens, c'est d'unir le masculin et le féminin, parce que c'est comme ça qu'on existe, tout simplement. Et donc, on, on sacralise ça à travers le rituel du mariage. Et ça peut provoquer tout un tas de représentations effectivement symboliques ou psychologiques, notamment le fait qu'on idéalise la monogamie, qu'on se dise bah, c'est ça l'idéal qu'on devrait vivre. Et si on n'arrive pas à vivre ça, on a l'impression d'échouer dans notre vie, par exemple. Euh, Évidemment, tout ça, c'est des traumatismes, mais quand même, il y a cette impulsion de chercher de l'union et de chercher de l'harmonie, et c'est notamment à travers le mariage qu'on recherche ça. Euh, Pourquoi est-ce que beaucoup de gens considèrent que leur mariage est le plus beau jour de leur vie, ou pourquoi est-ce que beaucoup de gens espèrent que leur mariage va être le plus beau jour de leur vie? euh, C'est pas juste parce qu'ils répètent une chose qu'ils ont entendue, mais c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose de très profond qui est connecté à ça. Bon, il se trouve que parfois on est déçu, puis parfois on est surpris de manière positive par ça quand on vit un mariage. Mais c'est toujours un moment qui est très chargé et plus on en fait un bel événement, et plus les gens vont vivre des émotions intenses. Quand on vit un mariage, il y a souvent beaucoup de joie, beaucoup de beauté. Voilà, c'est chouette, c'est génial de voir des gens se marier quand on sent vraiment qu'ils s'aiment et qu'on sent que ça va marcher pour eux. Ça nous donne un sentiment de joie et d'accomplissement et on est heureux pour eux. Euh, Pourquoi? Parce que ça vient satisfaire cette pulsion primordiale. Et comme j'en ai beaucoup parlé, beaucoup de gens cherchent à se sentir complets mais aussi vivants à travers leur vie romantique et ou à travers leur vie sexuelle. Et si ça ne marche pas sur le plan romantique, on peut plus ou moins compenser, en tout cas chercher à compenser euh, sur le plan sexuel et vice-versa. Mais évidemment, l'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui est intégré. On peut aussi utiliser la conception pour réfléchir sur de nouveaux modèles de la psychopathologie et de comprendre pourquoi certaines problématiques ou certains problèmes psychologiques ou émotionnels apparaissent. Et notamment, il y a plein de choses intéressantes sur le sujet des troubles sexuels, parce que très souvent les troubles sexuels sont des troubles de la relation et sont causés par des traumatismes autour de la représentation du masculin et du féminin, c'est-à-dire qui je suis en tant qu'homme ou en tant que femme, qui est l'autre en tant qu'homme et en tant que femme, comment est-ce qu'on rentre en relation. Quand il y a des troubles sexuels, souvent c'est parce qu'il y a des traumatismes là-dessus. Et beaucoup de choses sont liées à la conception. Par exemple, des problématiques comme le vaginisme ou le problème d'érection ou les problèmes d'éjaculation précoce, etc. Très souvent, on retombe sur des traumatismes au moment de la conception. Et justement, c'est très efficace de travailler sur ça. On va voir aussi tout ce qui est comportement de faire plaisir ou alors de manipulation. On veut être dans l'intimité, mais l'intimité d'une certaine manière. Ou alors quand les gens deviennent trop intimes, ça nous fait flipper, donc on cherche à les contrôler, on les manipule. Le fait d'être dans le chaud et le froid, d'aller vers l'autre et puis ensuite de rejeter, et puis de revenir vers l'autre, et puis de... Voilà, tous ces conflits en fait dans la relation à l'autre, souvent sont liés à la conception. Le fait de se sentir accepté par les autres, de révéler qu'on a des défaillances personnelles ou pas, etc., etc. Tout un tas de mécanismes de protection, tout un tas de barrières ou de carapaces qu'on se met sont liés à ça. Voilà, il y a plein de dynamiques qui sont liées à la soumission volontaire. Pourquoi est-ce qu'on se soumet à une autorité ou à accepter certaines choses? Pourquoi est-ce qu'on rentre dans les relations de manipulation,
etc., etc., etc. Très souvent, quand je travaille avec des clients sur ça, on revient en fait sur la conception. Euh, bon, l'hystérie en tant que phénomène particulier aussi, peut-être est lié à la conception. Euh, c'est un trouble qu'on voit très 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 peu à notre époque, en Occident en tout cas. Même si on voyait beaucoup ça il y a 150 ans en arrière, c'était un des troubles les plus communs. Aujourd'hui, ça a pratiquement disparu, dans notre culture en tout cas. Il y a des facteurs culturels, historiques, sociaux qui influent sur ça, mais voilà, c'est un sujet qui pourrait être étudié. Pourquoi est-ce qu'on met les personnes attirantes sur un piédestal? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à octroyer un statut social aux gens qui satisfont certains impératifs, par exemple de beauté physique, ou qui ont du charme, ou qui ont du succès? On a tendance à leur donner plus de statut. Et inversement, plus on a un certain statut social, plus on est attirant. Pourquoi est-ce qu'il y a cette dynamique de validation et de hiérarchisation en fait de l'attirance? C'est un peu particulier parce que finalement, on est tous égaux en termes de valeur personnelle. Tous les êtres humains ont de la valeur. Mais on va avoir tendance à octroyer certaines choses, certaines facilités par exemple aux gens qui sont attirants. C'est le fameux effet de halo. Euh, voilà. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous sur l'effet de halo et vous verrez que c'est quelque chose qu'on produit beaucoup dans notre société. Quand les gens ont du charme, quand les gens sont beaux, on a tendance à plus leur donner de facilité. C'est injuste, mais c'est comme ça. On peut parler aussi de psychoimmunologie, c'est-à-dire de travail sur le système immunologique et sur le système immunitaire et certaines maladies. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de maladies qui peuvent être transmises des parents aux gamètes. Gamètes, c'est-à-dire l'ovocyte et le spermatozoïde. Et donc, il y a certains pathogènes qui peuvent nous infecter avant même notre naissance. On peut déjà avoir ces pathogènes en nous, donc différents types de microbes, et différentes étapes sur lesquelles on travaille beaucoup. C'est un des sujets principaux de notre recherche en fait en ce moment, c'est de travailler sur le fait de s'immuniser contre ces pathogènes en guérissant ces étapes du développement. Donc oui, on a des pathogènes qui peuvent nous infecter depuis nos parents au moment de l'ovulation, pareil pour le spermatozoïde, au moment où on avance dans la trompe de Fallope ou dans le canal pour le sperme. Les fluides vaginaux et utérins peuvent contenir une certaine flore. Qu'est-ce que c'est que la flore vaginale? En fait, ce sont des microbes. Donc ces microbes peuvent perturber notre développement ou même nous infecter et être porteurs de certaines maladies. Voilà, c'est un champ de recherche vraiment passionnant et très très large. Il peut y avoir des pathogènes opportunistes au moment de la conception et l'ovocyte et le spermatozoïde partagent évidemment leurs pathogènes au moment où ils fusionnent et ainsi de suite jusqu'à l'implantation et même jusqu'à la naissance. Donc c'est un domaine de recherche absolument fascinant et très nouveau, très novateur d'utiliser l'épigénétique et les techniques de changement psychobiologique pour travailler sur le système immunitaire. C'est un champ de recherche extrêmement prometteur. Une chose à comprendre aussi pour aller plus loin, pour compléter, c'est que toute cette charge traumatique qui se manifeste à la conception est souvent aggravée par des traumatismes aux étapes précédentes. Donc ça c'est juste pour faire le lien par rapport au moment de développement. Donc vous avez l'ovulation, dont j'ai déjà parlé, vous avez la coalescence des 7 préorganiques, donc ça c'est les 7 cerveaux qui fusionnent aussi bien en amont de tout ça, l'origine et le développement de ces préorganites, la présence des pathogènes qui peuvent rendre les gamètes sales ou impures, etc. etc. Et chacun des 7 cerveaux, chacun des 7 préorganiques peut retenir aussi une fausse identité qui perturbe la conception d'une certaine manière, empêche la conception de se compléter, etc. etc. Tous ces traumatismes peuvent aussi engendrer tout un tas d'effets en cascade. Par exemple, l'ovocyte peut avoir tendance à s'ouvrir au mauvais endroit. Normalement, elle devrait s'ouvrir au niveau du cœur, mais il se peut qu'on ait l'impression que ça s'ouvre au niveau de la tête, ou du haut de la poitrine, ou du ventre, etc., etc., ce qui est incorrect. Bon, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est extrêmement riche et complexe, mais c'est juste pour vous donner cette perspective. Qu'est-ce qu'il y a comme état de conscience, comme peak states, qui sont liés à la conception? Alors encore une fois, je ferai des vidéos sur chacun de ces états de manière individuelle, mais pour vous donner une vue d'ensemble, vous avez plusieurs états, notamment la beauté fondamentale, en anglais Beauty Way,
l'état de relation optimale, je vais vous détailler ça juste après, l'état de fusion des cerveaux dont j'ai parlé, la paix intérieure, le bonheur sous-jacent, la complétude, la vacuité. Encore une fois, je donnerai le détail dans d'autres vidéos. Certainement aussi l'état de gratitude, le fait de sentir qu'on est lié à la vie et que la vie nous donne exactement ce dont on a besoin et que c'est une relation extrêmement positive, harmonieuse et que ça nous donne de la gratitude. C'est possible de vivre ça de manière extrêmement intense et permanente. C'est certainement lié à la conception. Et aussi certains états liés à l'immunité. Mais bon, ça c'est encore un peu plus hypothétique. Alors qu'est-ce que c'est que la beauté fondamentale? La beauté fondamentale, c'est un état extrêmement important dans notre recherche et dans la recherche de quasiment toutes les traditions spirituelles, parce que dans cet état, qui on est, le soi, n'est plus associé à l'ego. C'est-à-dire que on ne fonctionne plus à partir de notre ego, on ne cherche plus à combler nos manques, on ne cherche plus à imposer notre point de vue, on ne cherche plus à avoir de l'importance, à se sentir spécial, ou à gagner un avantage sur les autres, etc., etc. Tout ce qui est lié à l'ego est mis de côté dans cet état, et à la place, il y a juste le soi. Difficile à expliquer tant qu'on n'a pas vécu cette expérience, mais c'est un peu le principe de cet état. Ce qui est vraiment concret et fondamental, c'est que dans cet état, on ne ressent plus les émotions négatives. Donc, on ne souffre plus. Il n'y a plus de souffrance émotionnelle dans cet état. À la place, on se sent tout le temps calme, paisible et léger. Et on n'a plus d'émotions négatives. Sauf dans certaines circonstances très précises, mais la plupart du temps, on se sent bien et on se sent heureux et joyeux et il n'y a pas d'émotions négatives. Une caractéristique très étrange et très agréable, c'est que dans cet état, tout devient beau. Il y a un sentiment de beauté qui est présent partout, tout le temps. Et on n'a plus vraiment l'impression que les choses sont négatives en fait. Donc, même dans cet état, même si on regarde des détritus qui débordent d'une poubelle, on peut trouver ça beau. Parce que tout est beau dans cet état. Une autre caractéristique, c'est que les couleurs deviennent plus chatoyantes, c'est-à-dire que dans notre vision physique du monde physique, il y a plus de couleurs, c'est plus chatoyant, il y a quelque chose de très visuel, très agréable qui fait que tout est beau. Souvent les gens qui vivent ça décrivent j'ai l'impression d'être au paradis parce que tout est beau et tout est coloré. Alors que la réalité extérieure n'a pas changé, mais notre perception interne de la réalité change de manière vraiment drastique. Une autre caractéristique de cet état, c'est que les vérités spirituelles deviennent évidentes. Donc tout ce qui est enseigné dans la spiritualité, on n'a pas besoin de nous l'enseigner parce que c'est évident. On a ce sentiment d'être vivant et que tout est vivant autour de nous. Donc c'est un état très particulier parce que c'est comme si la vie est partout. Et on peut interagir avec cette vie partout. Les gens qui vivent cet état ont une capacité de communiquer avec toutes les formes de vie, ce qui est assez incroyable. Mais ce sentiment d'être vivant en soi, c'est extrêmement extatique. On vit entièrement dans le présent quand on est dans cet état, donc il n'y a plus vraiment de passé et de futur, il y a juste un éternel présent. Et ce présent, il est beau, il est vivant, il est paisible, il est extatique. On n'a pas de tension, c'est comme un enfant en vacances. Un enfant en vacances qui vit une belle enfance, eh bien, il profite, c'est joyeux, c'est spontané, c'est que des bonnes expériences. En fait, quand on vit dans cet état, on n'a que des expériences positives, et la vie, c'est juste enchaîner des expériences positives. Il n'y a pas de tension, il n'y a plus d'enjeu. On n'a pas l'impression qu'on doit accomplir certaines choses pour être heureux ou se réaliser. On a l'impression d'être déjà réalisé. Donc on n'a plus qu'à en profiter. C'est comme si les gens qui vivent cet état, qui rentrent dans cet état, ont souvent la description de dire c'est la fin de la quête. Avant j'avais une quête, même si je ne m'en rendais pas compte, je cherchais quelque chose et maintenant il n'y a plus rien à chercher, tout est là. Une autre caractéristique, c'est qu'on n'est pas affecté par les émotions négatives des autres, donc la souffrance des autres ne nous fait pas souffrir. Souvent, il y a beaucoup plus d'altruisme dans cet état et de compassion, donc on est capable d'aider les autres et de faire des choses positives, mais la souffrance du monde ne nous fait pas souffrir. Et enfin, il y a un sentiment d'autorité intrinsèque, c'est-à-dire que on est sa propre autorité, on n'a plus du tout besoin d'autorité extérieure, on n'a plus besoin d'être guidé de rechercher de la guidance à l'extérieur, c'est comme si on avait tout en nous-mêmes, et à chaque fois qu'on se pose une question, on trouve la réponse en soi. Donc c'est un état de conscience assez extrême et assez différent de ce que vivent la plupart des gens. Moi-même, je n'ai pas vécu cet état de conscience, j'ai eu quelques fenêtres, on va dire, d'aperçus
temporaire parfois, et encore c'était partiel et très court, mais ça permet de sentir à quel point cet état est vraiment euh, dans cet état la vie vaut la peine d'être vécue de manière c'est comme si avant cet état on est endormi, et quand on vit cet état on commence vraiment à vivre et à exister de manière drastique. C'est difficile à décrire quand on n'a pas vécu la transition, mais c'est l'état le plus important qu'on recherche dans notre recherche sur les états de conscience, parce que à partir de cet état, tout le reste est beaucoup plus facile, et c'est beaucoup plus facile de vivre les autres états de conscience extraordinaires. Donc je ferai d'autres vidéos sur la beauté fondamentale, parce que pour vous décrire à quel point c'est important de vivre cet état et à quel point c'est différent de l'état de conscience ordinaire que vivent la plupart des gens. Dans cet état de beauté fondamentale, on est aussi relié à une conscience plus large que la conscience individuelle. On en reparlera. Un autre état qui se manifeste à la conception, lorsque la conception est complètement guérie, c'est l'état de relation optimale. C'est un état qui est extrêmement important parce que la plupart des gens recherchent le bonheur à travers leurs relations. On cherche à être heureux en amour, tout simplement. Et il existe un état qui permet d'avoir la relation la plus parfaite, la plus idéale possible. Voici les différentes caractéristiques. Quand les deux personnes qui sont amoureuses vivent cet état ensemble, elles ont le sentiment d'être les meilleures amies du monde, de complètement se comprendre, de savoir toujours ce que l'autre est en train de penser, d'être complètement en harmonie et en fusion. Il y a une sorte de fascination qui est infinie, on est tout le temps fasciné par l'autre, il y a beaucoup d'admiration, il y a beaucoup d'intimité physique, tout le temps. L'attirance sexuelle perdure indéfiniment, il n'y a pas de tassement ou de perte d'attirance au fur et à mesure du temps. Il y a une sensation d'aisance, les gens qui suivent cet état ne vivent jamais aucune dispute. Le sentiment d'être de jeunesse, comme s'il y avait une sorte d'énergie de jeunesse qui est tout le temps présente dans la relation, qui est stimulée par la relation, peu importe l'âge qu'on a. D'ailleurs, ça vous est peut-être arrivé de voir des gens qui vers 50 ans, retrouvé une nouvelle relation et disaient « Ah, j'ai l'impression d'être un adolescent à nouveau ». C'est ce que peut nous faire vivre ce sentiment d'amour, sauf que dans la relation optimale, c'est permanent. Il y a un sentiment de totale confiance dans notre partenaire, donc de pouvoir complètement faire confiance à l'autre, de pouvoir compter sur lui et sur elle, qu'il n'y ait aucun doute, aucune retenue par rapport à ça. Des sensations de soutien, de partenariat, de confiance, comme si la relation est une sorte de plateforme sur laquelle on peut s'appuyer avec une certitude absolue pour avancer dans la vie. Donc évidemment, c'est extrêmement intéressant. Il y a un sentiment d'acceptation inconditionnelle entre les deux, et le fait d'être toujours connecté, même quand on est à distance. Donc si on est séparé physiquement, si l'un part en voyage pour le travail, si l'autre doit aller dans sa famille, même si on est séparé physiquement, on a l'impression d'être tout le temps ensemble. Et ça donne un sentiment d'optimisme, que le futur est radieux, qu'on est heureux, qu'il y a ce socle dans notre vie qui est complètement indestructible et inaltérable. Aussi, une caractéristique intéressante, c'est qu'on n'a pas besoin de passer du temps seul sans son partenaire. Donc on est tout le temps bien ensemble, et si on n'est pas ensemble, on est bien aussi. Donc c'est vraiment un état extrêmement important pour la qualité de vie et le bonheur humain. Malheureusement, c'est très rare de vivre ça, on n'a pas encore de protocole qui nous permet de vivre cet état, mais ça vous donne un aperçu de ce qui est possible de vivre et de l'intérêt de travailler sur la conception et sur les autres états de conscience. On pourrait continuer à parler de la signification spirituelle de la conception, mais on va conclure cette vidéo. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que l'amour, le concept de l'amour en tant que tel est de manière large, dans sa définition la plus large, pourquoi est-ce que l'amour est si important pour les êtres humains? Eh bien, c'est non seulement parce que c'est, en tant que tel, c'est la valeur suprême, certainement. En tout cas, moi je considère ça comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais l'amour, c'est la valeur suprême, sur tous les plans. Sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur le plan qui transcende notre individualité. Sur le plan psychologique, c'est ce qu'on cherche à vivre qui nous procure le plus de bonheur. Et sur le plan biologique aussi, parce que ça obéit au désir intrinsèque de nous reproduire et d'exister, non seulement pour perpétrer notre espèce, mais surtout déjà pour exister nous-mêmes. On a cette impulsion qui est préconstruite en nous avant même notre conception. On a cette signification de l'amour qui est là et qui nous guide et qui permet que les choses se fassent. Et une des raisons pour lesquelles travailler sur l'amour et sur
l'intimité, sur l'intégration du féminin et du masculin est intéressante, c'est que intuitivement, on sent que les états les plus profonds de sens, d'accomplissement, de joie, d'extase, d'éveil, d'actualisation du soi, pour reprendre un terme un peu jungien, tout ça passe par l'intégration du féminin et du masculin dans notre vie collective et dans notre vie interne. Donc, si vous souhaitez travailler sur ça, parlons-en, parce que j'ai beaucoup de choses à vous proposer. Et la sexualité alors, bon, on n'a pas parlé vraiment très en détail, mais vous savez que la sexualité peut être une expérience très superficielle, ou alors incroyablement profonde et spirituelle. Euh, on peut vivre des expériences sexuelles extrêmement intenses, extrêmement extatiques, extrêmement bouleversantes, parce que ça nous connecte à certaines choses qui sont comme endormies et qui sont comme cachées à l'intérieur de nous. Donc on va pas parler de ça plus en détail, mais je vous invite simplement à réfléchir sur est-ce que pour vous la sexualité c'est quelque chose qui est superficiel ou profond? Est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Est-ce que c'est une occasion de célébrer la vie avec la personne avec qui vous pratiquez? Est-ce que c'est une source de joie pour vous? Est-ce que c'est lié à quelque chose qui vous fait vous sentir vivant, puissant, créatif? Parce que c'est censé vous apporter ça. Ou au contraire, est-ce que c'est lié à la honte et la culpabilité? Est-ce qu'il y a des sentiments de restriction, d'interdit, euh, de complications, ou même est-ce que c'est douloureux pour vous comme sujet, etc., etc. Plus vous guérissez les traumatismes qui sont en lien avec ça, plus ça vous permet de vivre non seulement une expérience qui, sexuellement en tant que telle, est satisfaisante, mais aussi les qualités spirituelles dont je parle. C'est lié beaucoup à la créativité en fait. La créativité, le fait de créer des choses dans notre vie, que ce soit de manière artistique ou créativité de l'intuition de tous les jours, ou du bon sens pratique, ou le fait de construire des choses, ou de créer des choses dans notre vie, c'est lié à cette énergie-là. Plus cette énergie est libérée et plus déployée, et plus on peut créer des choses dans notre vie et créer la vie dont on veut vivre. C'est la raison pour laquelle c'est un sujet qui est très très intéressant à travailler. Et cette nature sexuelle, elle fait partie de nous. Cette énergie ne doit pas être réprimée ou cachée ou combattue, mais au contraire libérée, nettoyée, purifiée peut-être, utilisez les termes qui vous correspondent, mais plus cette nature est libre et positive, et plus ça nous permet d'incarner les meilleures choses qu'on a à manifester dans notre vie et à donner aux autres aussi. Pas simplement à travers la sexualité, mais à travers la manière dont on existe dans le monde. Donc pour conclure sur cette psychologie de la conception, les traumatismes de notre conception, et il y en a beaucoup, se jouent ENT dans notre vie présente, dans nos relations, dans la sexualité, dans l'intimité, dans notre relation à nous-mêmes aussi, l'intégration du soi. Beaucoup de choses sont liées à la conception. Ça contient un fort potentiel d'amélioration de notre santé, psychique, mais aussi physique, et c'est la clé pour vivre certains états de conscience extraordinaires fondamentaux qui sont extrêmement, qui ont une valeur extrême, et je vous invite à rejoindre cette recherche si ça vous intéresse. En conclusion, guérissez votre conception si vous voulez une belle vie, et faites l'amour, pas la guerre. En particulier, entre hommes et femmes, on est censé construire les choses ensemble et s'améliorer les uns les autres, se soutenir les uns les autres. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de vivre plus d'amour dans votre vie et moins de guerre, et de pouvoir déployer ça aussi dans notre vie collective et dans le monde. Si ça vous intéresse de travailler sur ces thèmes, vous pouvez trouver dans le lien en dessous de cette vidéo une invitation à regarder les différents ateliers que je propose, et peut-être aussi de faire la formation dans la thérapie Pixted, ça peut vous donner les outils pour le faire, mais c'est quelque chose que je souhaite vraiment déployer, c'est d'aider les gens à parcourir ce chemin et à améliorer les choses, et il y a différentes manières dont on peut procéder, donc je vous explique tout ça dans le lien qui mène sur mon site internet. Merci à vous pour avoir participé à cette conférence. Si vous avez des commentaires, des questions, des réflexions, des choses à partager, eh bien vous pouvez me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça intéressant ou pas, qu'est-ce que vous aimeriez que je développe ou pas, qu'est-ce que vous avez aussi apporté à la conversation, parce que c'est une conversation vraiment intéressante. Donc ce sera avec plaisir que j'y répondrai, et merci à vous. À bientôt, prenez soin de vous, et faites l'amour, pas la guerre.